Aujourd'hui, on va voir comment transformer son site e-commerce en machine à cash, littéralement. Le but, ça va être de voir tous les termes du e-commerce et les comprendre, regarder l'acquisition de trafic, comment ça marche, et regarder comment optimiser son site en termes de conversion. Moi, c'est Arthur Simonian, je suis expert en conversion, je parle pas mal de ça sur LinkedIn, et j'ai fondé une agence qui s'appelle Fire. Avec Fire, on essaye d'aider les e-commerçants dans leur croissance en ligne, et pour ça, on a aidé déjà pas mal de clients, euh, notamment 24 heures coton, Dame Noire ou encore les courtiers du temps. Et on a pas mal de bons retours clients et on aide sur la partie site essentiellement, mais on a des partenariats sur la publicité si besoin. Donc aujourd'hui, on va voir comment passer d'un site comme ça à gauche à un site comme ça à droite, mais plus globalement, on va voir comment faire doubler ou tripler son chiffre d'affaires. Le but, c'est donc de faire x2 ou x3 sur son chiffre d'affaires avec son site e-commerce. Ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant cette présentation. D'abord, on va essayer de voir, du coup, comme je vous ai dit, les termes du e-commerce. Le taux de conversion, le taux de rebond, le panier moyen, etc. Le but, c'est de comprendre vraiment de quoi on parle pour pouvoir aller comprendre les termes, pouvoir aller comprendre la situation et pouvoir comprendre la situation et pouvoir optimiser au mieux. D'abord, on va commencer du coup avec le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est combien d'argent vous allez dépenser et combien d'argent vous allez récupérer. Par exemple, si vous dépensez 10 euros dans votre acquisition de trafic, par exemple sur Instagram, combien vous allez retirer à la fin de ces 10 euros là. Si dans ces 10 euros, vous allez retirer 20 euros, ça veut dire que vous avez un retour sur investissement de 2. Pour 1 euro, vous gagnez 2 euros. Ça, c'est le retour sur investissement. C'est important de le calculer parce que ça va permettre pour vous de piloter combien vous allez pouvoir mettre d'argent en acquisition de trafic, qu'est-ce qu'il va falloir optimiser. Si vous avez un retour d'investissement de 1, globalement, faire l'acquisition de trafic, ça ne sert à rien, vous allez vendre à perte avec tous les coûts que vous allez avoir sur le marketing. Ensuite, on va avoir le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est sur tous les visiteurs qui sont rentrés dans votre boutique, combien vont finir par payer et devenir vos clients. Si par exemple, on prend l'exemple qui est ici, où dans votre boutique, vous avez 100 visiteurs qui arrivent et 3 qui deviennent vos clients, ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 3%. C'est normal que ça soit peu. Dans l'e-commerce aujourd'hui, la moyenne, en tout cas un taux moyen aujourd'hui, ça va être entre 1,1, 1,6, 1,7%. Donc ça veut dire que sur 100 personnes, vous perdez 98 personnes. Et un bon taux à aller chercher, ça peut être 2, 2,5 par exemple. Il y a des sites qui ont plus, mais ça prend du temps à mettre en place et c'est beaucoup d'optimisation. Ensuite, on va avoir le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est une métrique qui est un peu compliquée à comprendre et à situer si on n'a pas un site e-commerce et qu'on n'est pas déjà familier à ça. Mais en gros, si on fait un comparatif avec une boutique physique, c'est le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique et qui vont repartir directement, ou alors après avoir passé 2-3 secondes dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper récurrent en e-commerce. Le taux moyen, ça va se situer entre 70 et 50% des gens. C'est-à-dire que sur 100 personnes, vous allez perdre 70 personnes de votre boutique. Ils ne vont même pas prendre le temps de regarder vos produits, ils vont juste partir. Donc ça fait une perte qui est plutôt colossale. Ensuite, il va y avoir le panier moyen. Ça, c'est une métrique plutôt facile à comprendre. C'est sur tous vos clients, quel est leur panier, quelle est la valeur de leur panier, et donc sur tous vos clients, quelle est la moyenne de ces valeurs-là. Avec cet exemple-là, on a 3 clients, 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30, et donc vous avez une moyenne à 20 euros de panier moyen. Ça, c'est intéressant de savoir. Pareil avec le retour sur investissement, combien vous pouvez mettre dans la publicité ou dans l'acquisition de trafic, et combien ça va vous rapporter par client. Voilà. Ensuite, il y a le taux d'abandon de panier. Ça, pareil, si on compare ça avec une boutique physique, ça va être les gens qui ont les produits en main, qui veulent les acheter, mais une fois arrivés en caisse, ils changent d'avis et ils partent. Ça, c'est un peu absurde avec des boutiques physiques, mais avec le e-commerce, c'est exactement ce qui se passe. Et ça se passe en très grand nombre. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a 60-70% de taux d'abandon de panier. C'est-à-dire que sur 100 personnes, encore une fois, vous allez perdre 70 personnes juste devant le panier. Et en plus, c'est des personnes qui étaient prêtes à acheter du coup. Pour avoir un bon taux d'abandon de panier, on peut se situer à 60%, 50%, 40% pour vraiment les excellents, mais ça reste quand même une somme conséquente. Donc maintenant, quand on a compris les termes, on va voir le parcours client. Le parcours client d'un site, il va se composer en 2 étapes majeures. Et la première étape, c'est l'acquisition de trafic. L'acquisition de trafic, globalement, c'est pour vous
comment vous allez faire pour amener des gens dans votre boutique. Du coup, d'abord, on va voir les types d'acquisition clients, les avantages et les inconvénients de cela, et comment choisir. Donc d'abord, il y a un type qui est hyper connu et qui est hyper utilisé surtout, c'est l'acquisition de trafic par la publicité. La publicité, ça peut être par différentes régies. Une régie publicitaire, c'est quelque part où on va acheter un spot publicitaire pour l'afficher soit sur un réseau social, soit sur d'autres biais physiques par exemple. Et on va avoir des grosses régies très connues et très utilisées comme Meta par exemple avec Facebook et Instagram, ou alors Google avec Google Ads. Le point fort de ça, c'est que vous mettez de l'argent dans ces régies-là, vous avez immédiatement un effet. C'est instantané, vous mettez de l'argent, vous avez des gens sur votre site. C'est comme ça. En plus, comme point fort, vous pouvez avoir un contrôle qui est assez précis. Sur certaines régies, vous allez pouvoir affiner par segment client, vous allez pouvoir affiner par pas mal de choses, et donc vous allez savoir exactement qui est-ce que vous allez cibler, et donc potentiellement optimiser votre coût d'acquisition de trafic aussi. Ensuite, comme c'est des outils majoritairement en ligne, vous allez avoir des résultats qui sont mesurables, et vous allez pouvoir donc traquer l'efficacité de vos publicités, traquer l'efficacité de certaines campagnes et voir comment optimiser encore une fois votre coût d'acquisition de trafic. Ensuite, le point faible, du coup, c'est qu'il y a un vrai coût d'acquisition à calculer dans votre marge produit. Vous êtes obligé de payer la régie pour avoir du trafic et donc ça amène à une certaine dépendance. Si vous avez tout votre chiffre d'affaires qui est amené par ce trafic-là et par ces régies-là, du coup, vous ne pouvez pas faire autrement que de les payer. S'ils augmentent leur prix, vous payez quand même. Si, par inadvertance ou par quelconque raison, la régie, elle meurt, ou la boîte, elle ferme, etc., ce qui est un peu absurde, mais en soi, c'est possible, du coup, tout votre trafic à vous, il s'effondre, et votre chiffre d'affaires aussi. Donc ça fait une grosse dépendance, et le retour sur l'investissement, pareil, qui est à mesurer, sans optimisation, qui est dur à avoir quelque chose de rentable. Ou en tout cas, ça va mettre peut-être un peu de temps. Ensuite, du coup, il y a l'acquisition de trafic organique. Ça, il va y avoir différents aspects aussi. D'abord, on peut voir le référencement SEO si on parle vraiment du site. Et ensuite, il va y avoir des choses un peu plus classiques comme d'autres plateformes ou d'autres acteurs qui vont parler de vous, ou alors simplement votre réputation. Et la réputation, ça peut passer par l'image qu'a votre marque dans votre secteur, ou alors vos réseaux sociaux, comment ils fonctionnent, etc. D'abord, on va commencer par le SEO. Le SEO, du coup, c'est du référencement naturel. Ça va permettre, via le contenu que vous créez en ligne, d'aller chercher du trafic sur votre site. C'est un gros avantage, c'est que, entre guillemets, c'est gratuit. Ou en tout cas, vous n'allez pas payer pour avoir du trafic, vous allez payer pour créer du contenu. Et surtout, c'est très long terme. Pareil pour les plateformes. Les plateformes, ça va être d'être présent sur certaines plateformes dans votre marché qui vont faire en sorte que certaines parties de votre trafic vont vous trouver. Et ensuite, il va avoir la réputation de marque. Et ça, la réputation, c'est le meilleur levier. C'est un des meilleurs, soit le meilleur levier qui permet d'avoir du trafic. Mais ça, globalement, ça met du temps à acquérir. Et si vous êtes une nouvelle marque, ça va être compliqué d'avoir une bonne réputation, en tout cas au début. Donc les points forts de l'acquisition de trafic organique, ça va être surtout le coût. Vous n'allez pas avoir de coût, concrètement de coût sur l'acquisition de trafic, et vous allez avoir plus de durabilité. A contrario de l'acquisition de trafic payant, vous payez pour du référencement organique, vous allez l'avoir pour une bonne durée de vie de votre entreprise. Pareil, vous allez pouvoir augmenter votre crédibilité. Votre crédibilité soit en ligne, soit vis-à-vis de vos clients. Et par contre, les points faibles, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. L'acquisition de trafic payant, c'est direct, instantané, alors que l'acquisition de trafic organique, ça prend beaucoup plus de temps. Et ensuite, vous allez avoir des résultats qui sont beaucoup moins fulgurants que l'acquisition de trafic payant. L'acquisition de trafic payant, aujourd'hui, vous faites x10 sur vos dépenses, vous allez potentiellement faire x5 sur votre chiffre d'affaires, alors que sur le SEO, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, les deux leviers qui sont la publicité et l'organique ont tous les deux des points faibles et des points forts qui sont intéressants à savoir. D'abord, la publicité, ça va vous coûter plus cher, mais ça va être plus rapide. En contrepartie, vous allez être plus dépendant et votre retour sur investissement dans le temps, il va être beaucoup plus bas. Alors que l'organique,
ça va vous coûter moins cher, mais ça va être beaucoup plus long. Mais en contrepartie, vous allez avoir une dépendance qui est beaucoup plus basse à d'autres choses et vous allez avoir un retour sur investissement dans le temps qui est beaucoup plus rentable. Donc, la publicité, ça peut servir pour avoir des résultats rapides et de la croissance, et l'organique pour avoir une base solide qui va durer dans le temps. Il ne faut pas voir ça comme deux choses qui sont opposées. Souvent, c'est deux choses qui sont utilisées ensemble. Bien sûr, la publicité, surtout au début, ça permet d'avoir des résultats directement, instantanément, alors que l'organique, ça va mettre plus de temps. Mais si vous combinez les deux, c'est-à-dire que vous allez avoir des résultats en investissant dans la publicité, et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir des résultats aussi dans l'organique. Ensuite, dans le parcours client du visiteur, donc, vous allez avoir la première partie qui est l'acquisition de trafic. Et après, ce trafic-là, il va falloir le convertir. Les gens qui arrivent sur votre site, ils ne vont pas forcément devenir vos clients. Pour ça, on va voir différents points, notamment comment l'améliorer déjà. Améliorer son site et optimiser sa conversion, ça va permettre d'augmenter son panier moyen, augmenter son taux de conversion. Et si on augmente ces deux métriques-là, on va avoir un coût client qui va baisser et des rentabilités qui vont augmenter pour vous. Pareil, sur votre retour sur investissement, ça va être beaucoup plus rentable. Donc étape 1, d'abord, pour commencer à optimiser son site, surtout sur la conversion, il va falloir toujours commencer par une analyse. L'analyse, elle va se différencier en 3 points. D'abord, ça va être l'audit. L'audit, ça va juste être le fait de regarder aujourd'hui votre site, regarder objectivement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc les points forts et les points faibles. Comment on va faire ça? On va regarder les performances, la conversion, l'acquisition aujourd'hui de votre trafic, l'expérience utilisateur et le marketing. Les performances, c'est un point qui est hyper important. Aujourd'hui, les performances, c'est un des points principaux de conversion, ou en tout cas de perte de conversion. Si vous avez un site qui n'est pas assez performant, vous allez avoir une conversion qui va chuter. Ensuite, on va voir l'étape 2, ensuite on va voir le deuxième point, c'est la segmentation. La segmentation, c'est qui sont vos clients globalement. C'est essayer de comprendre qui sont vos clients, en tout cas vos clients cibles, pour pouvoir leur parler au mieux après sur votre site. Comment on va faire ça? On va faire une analyse démographique, une analyse psychographique et une analyse comportementale. Ensuite, on va essayer d'analyser les canaux d'acquisition de votre trafic et de dresser des personas types qu'on peut utiliser. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus pertinent dans votre copywriting et dans la façon dont vous amenez vos produits aux visiteurs et de surtout réduire l'incompréhension au maximum. Moins il y a de friction, plus vous comprenez aux visiteurs, plus vous allez faire de ventes. Ensuite, il y a le benchmark. Le benchmark, donc, ça va être l'analyse de vos concurrents. Ça va vous permettre de prendre de l'expérience que vous n'avez potentiellement pas ou que vos concurrents ont eu plus de temps, eux, à avoir. Donc ça, on va essayer d'identifier vos concurrents principaux. Le but, que ce soit des concurrents les plus directs possibles. On va analyser leur trafic, analyser tout le côté expérience utilisateur et analyser aussi leur marketing, comment ils parlent à leurs visiteurs, qu'est-ce qu'ils mettent en place en termes de promotion, peut-être en termes d'acquisition de trafic, etc. Essayez de prendre un maximum d'expérience, de tirer leur expérience pour l'appliquer à votre site à vous. Dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui est utilisé sur un site, il y a de fortes chances que c'est parce que ça fonctionne et que si vous le mettez aussi, ça peut fonctionner aussi. Si vous voulez des documents avec une architecture déjà rédigée pour faire ces analyses-là, je vous ai mis juste en dessous. Si vous voulez des documents pour réaliser cette analyse-là vous-même, je vous ai mis juste en dessous les liens d'un drive que j'utilise pour toutes mes analyses. Vous allez avoir dedans des documents avec déjà une architecture précise de comment faire ces analyses-là. Ensuite, c'est la partie 2, c'est la partie graphique. Le graphique aujourd'hui, c'est hyper important. Il y a 80% des visiteurs qui jugent la crédibilité d'une entreprise de par l'image qu'elle renvoie en ligne. Donc si vous avez un côté graphique qui ne fait pas du tout pro, ben en fait vous allez avoir une mauvaise image vis-à-vis de vos visiteurs et du coup une mauvaise image de marque et pas de confiance, pas de vente. Le côté graphique, du coup, l'objectif c'est d'augmenter l'expérience utilisateur,
d'augmenter du coup la confiance qui va avec. Un site qui est très pro, on va être plus enclin à donner notre confiance. Et comment on va faire ça? D'abord, il faut que le design soit compréhensible, que ça soit facile d'utilisation et que ça rassure. Ensuite, si vous pouvez rendre un design mémorable, c'est encore mieux. Un design mémorable, c'est qu'importe le support de votre marque, on va comprendre que c'est votre marque à vous. Ça, c'est quand un design est mémorable. Vous savez très bien quand une pub est d'Apple, ou quand une pub est de Samsung, même s'il n'y a pas le logo, même s'il n'y a pas le produit. L'erreur à éviter quand on refait le graphique de son site, c'est de faire un site qui est beaucoup trop compliqué, quelque chose qui est beaucoup trop poussé et trop travaillé, où là, vous allez pouvoir potentiellement perdre en fait vos visiteurs dans cette complexité-là. Ensuite, on va voir le côté technique. Le côté technique, comme je l'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de l'audit, ça va être hyper important parce qu'il y a des points où si vous n'êtes pas à la hauteur sur le côté technique, vous allez perdre toute votre conversion, notamment par exemple sur la performance. Ça, c'est un petit truc que je montre parce que c'est hyper intéressant. En augmentant, en réduisant de 700 millisecondes, même pas une seconde, 700 millisecondes, ses performances en termes de chargement, Etam a réalisé plus de 20% de ventes en plus. Ils n'ont rien changé sur le site, ils n'ont rien changé sur l'acquisition, ils ont juste réduit leur temps de chargement. Quand ils avaient un chargement qui n'était pas bon, ils ont un chargement qui était bon, et donc ça a augmenté leur vente. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant, vous êtes d'accord, que arriver sur un site ou arriver sur une plateforme ou quoi que ce soit, où on va attendre 2, 3, 4 secondes. En fait, c'est agaçant, ça m'énerve, je pars. Et tout le monde réagit comme ça. Donc le côté technique. Le côté technique, il sert aussi à avoir une base solide pour aller après chercher de la croissance. Si vous refaites votre site, essayez de le refaire comme il faut, avec les bonnes normes et les bonnes bases techniques, pour pouvoir après, tout le long de la durée de vie de votre site, aller chercher des optimisations sans devoir tout refaire à chaque fois. Donc là, comment on va faire? On va augmenter du coup les performances. On va regarder tout ce qui est paiement, donc tout le processus de paiement, voir que tout fonctionne bien. On va regarder qu'il n'y ait pas de lien cassé ou de choses qui ne fonctionnent pas. On va regarder aussi tout l'aspect mailing et l'aspect sécurité. Comme ça, on va avoir une base qui est solide pour pouvoir aller chercher de la croissance par la suite. Sur les performances, pour refaire un point dessus parce que c'est hyper important, il y a un point qui est hyper important, c'est les images et les vidéos. En fait, c'est le biais principal qui cause des chargements trop longs sur un site parce que c'est les choses les plus lourdes à charger pour votre site et pour votre serveur. Comment on fait pour avoir des images qui vont être optimisées pour le chargement? On va essayer de redimensionner l'image. Ça n'a rien que vous ayez une image qui fasse 50 000 pixels. Aujourd'hui, les ordinateurs ou les téléphones, ils ont des tailles définies de pixels. Si vous le dépassez, en fait, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas l'afficher comme il faudrait. Et surtout, ça va mettre beaucoup plus de temps à charger. Ensuite, on va essayer de choisir le bon format. Aujourd'hui, il y a des formats qui sont beaucoup plus adaptés à la performance que d'autres. Par exemple, si vous utilisez le format PNG, ça ne va pas du tout. Vous pouvez utiliser de nouveaux formats comme WebP, par exemple, pour les images en transparence. Et après, quand on a fait ça, on peut aller compresser les images. Compresser, ça va être le fait de réduire la taille du fichier en lui-même, l'encodage, pour pouvoir avoir la même photo, mais beaucoup plus petite en termes de poids pour les performances de votre site. Et ensuite, il va avoir la vidéo. La vidéo, il faut le moins possible l'héberger sur son site. Héberger une vidéo sur son site, c'est le fait de faire en sorte que le serveur, son propre site, il va charger la vidéo. Et ça, on peut le faire par d'autres outils, comme par exemple tout simplement YouTube. On va mettre la vidéo sur YouTube et on va l'intégrer en utilisant Embed, comme on peut voir ici. On va l'intégrer sur le site et c'est YouTube qui va charger la vidéo pour nous. Notre site, il va juste se contenter de faire la requête pour afficher la vidéo. Et donc, vous n'allez pas avoir tout ce temps de chargement avant d'afficher la page. Et si vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas intégrer une vidéo via YouTube ou d'autres plateformes, on va essayer de la compresser au maximum. Pareil, en choisissant un bon format et en le compressant pour réduire la taille du fichier et augmenter les performances. Ensuite, on va regarder plus précisément l'optimisation de la conversion en elle-même.
Pour faire l'optimisation de conversion, il y a vraiment pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'étapes clés à respecter. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir du coup les éléments clés et le marketing. On a déjà vu la technique et la performance qui font intégralement partie de la conversion. Les éléments clés, on va avoir la page d'accueil, les pages produits, le menu, tout le système de paiement, le panier par exemple, tous les éléments qui sont vraiment phares et utilisés par vos visiteurs. Et ensuite, on va voir le marketing, donc par exemple les systèmes de mailing, le parrainage, les bundles, les newsletters, etc. D'abord, la page d'accueil. La page d'accueil, c'est un des points d'entrée de vos visiteurs sur votre site avec la page produit. Donc, ça doit permettre d'avoir un visuel sur votre marque, de ce que vous vendez, et aussi d'inciter au clic pour aller chercher d'autres pages. La page d'accueil, ça va vraiment être la colonne verticale d'un site. C'est là où on va passer pour aller chercher d'autres pages, et donc il faut inciter au clic. Il faut que ça soit compréhensible, et il faut au maximum raconter une histoire pour qu'on puisse s'attacher à la marque et aussi rassurer. Pareil, rassurer, ça va avec le graphique, mais pas que, dans ce qui est écrit, dans potentiellement mettre en avant les avis clients, etc. Quand on peut voir sur cette page-là, qui est la page d'accueil de Dijo, on a d'abord la présentation des produits. Ensuite, on va avoir des incitations au clic avec notamment les best-sellers ou les produits phares mis en avant. On va avoir quelques informations, du contenu informatif et des points pour raconter l'histoire de la marque. Quelques points sur raconter l'histoire de la marque, potentiellement des leviers marketing et aussi de la réassurance qui est hyper important. On va avoir de la réassurance directement sur les produits ici. On va avoir de la réassurance avec des avis clients concrets un peu plus bas dans la page. Donc ce qu'il faut retenir sur la page d'accueil, c'est que ça va être le carrefour de votre site. C'est par là qu'on va passer pour naviguer sur d'autres pages. Donc il faut que ça soit compréhensible, que vous racontiez quelque chose et que ça incite au clic. Aussi, si vous pouvez rassurer tout au long de la durée de vie de votre visiteur sur le site, vous devez le faire à chaque fois. Ensuite, il y a la page produit qui est la page la plus importante d'un site e-commerce, surtout si vous faites de la publicité payante, parce que vos visiteurs ils vont arriver sur cette page-là. Cette page-là, elle doit montrer votre produit, les bénéfices que votre visiteur peut tirer de ce produit-là. Ça doit aussi expliquer vraiment ce que fait le produit, expliquer ce qu'on va recevoir. Ça doit rassurer et aussi vendre. Il ne faut pas avoir peur de vendre et de mettre en avant des éléments de vente concrètement. On n'est pas en train de faire du marchandage, c'est un site e-commerce, il sert à vendre, donc il faut mettre les éléments de vente en avant. Comment on fait ça? Donc d'abord on va présenter le produit, ça passe par l'imagerie, ça passe par les photos, potentiellement des vidéos, du descriptif. On va rapporter de la réassurance, donc ça c'est très important si on a des avis clients. On va acheter parce qu'on a confiance en un produit. Si on n'a pas confiance, on ne va pas acheter du tout. Quand je dis on, je parle des humains en général. La confiance, c'est le biais principal de la vente. Donc, essayez de réassurer, d'apporter de la réassurance au maximum, des avis clients, potentiellement des photos pour prouver que ça fonctionne, etc. Ensuite, on va montrer les bénéfices du produit. Pourquoi le visiteur il devrait acheter votre produit maintenant et pourquoi ça répond à ses problématiques. Si vous avez un produit qui ne sert à rien, ça va être compliqué de le mettre en avant et de vendre. Et ensuite, on va voir tous les éléments de vente, comme par exemple, on peut voir ici, avec l'achat par pack, des ventes additionnelles, des produits liés, potentiellement aller chercher d'autres produits, en tout cas des choses qui vont permettre de faire de la vente concrètement, de la vraie vente, et d'augmenter son panier moyen, de faire en sorte de convaincre le visiteur à acheter votre produit. Le menu, c'est pareil que la page d'accueil, ça va être un biais hyper important parce que vos visiteurs ils vont passer par là pour naviguer sur votre site. Le menu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de façons de le faire différentes et surtout il y a des façons qui vont vous permettre d'aller chercher un peu plus de choses, d'aller chercher un peu plus de conversion, plus de ventes. Donc le but, c'est d'avoir une bonne expérience utilisateur d'abord. Le menu, ça sert à naviguer, donc c'est le premier élément, c'est l'élément le plus important. Mais aussi, on peut aller mettre un peu plus d'informations pour donner encore un peu plus d'informations aux visiteurs et aller chercher de la vente, comme par exemple, on peut voir ici avec directement un pack qui est mis en avant quand on va regarder les produits. Donc, comment on fait ça? Le mieux, c'est de donner de l'information et de l'information qui est structurée. Si vous avez des produits qui répondent à certaines problématiques, mettre les problématiques dans le menu directement.
pouvoir cliquer sur les problématiques qu'on a besoin d'aller chercher. On va faire de la vente, comme je vous ai dit, avec ce pack-là, par exemple, ou avec une mise en page où on met en avant des promos, des choses comme ça. Et ensuite, on va travailler l'expérience utilisateur. Donc, c'est le biais principal. Là, on peut voir ici qu'il y a plusieurs menus. Il y a d'abord une recherche, il y a le menu principal, et il y a un autre menu pour aller chercher d'autres choses que juste de l'achat produit. Par exemple, si un visiteur il veut connaître votre histoire avant d'acheter, il va pouvoir le faire là et pas être obligé d'aller chercher dans le footer ou de chercher je ne sais où pour trouver. Donc ça va avec l'expérience utilisateur. Et il y a une chose aussi qui est beaucoup faite dans l'e-commerce qu'il ne faut pas du tout faire, c'est de changer la structure, en tout cas de changer énormément la structure d'un site. Par exemple, il y a certains sites où vous allez avoir un menu qui est présent en sidebar, donc sur la gauche ou sur la droite. Il y a certains rares cas où c'est intéressant, mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas du tout en fait. Ça ne marche pas du tout parce que vous allez avoir des visiteurs qui vont être totalement perdus, qui ne vont pas comprendre, et plus vous rajoutez des frictions, plus vous allez perdre des gens. Et ne pas comprendre, c'est une des plus grandes frictions que vous pouvez avoir sur un site. Si vous n'avez pas une expérience utilisateur qui est optimale ou alors un minima qu'on comprend ce qu'on doit faire pour accéder à nos besoins, mais globalement, on va être obligé de partir du site parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, respectez la structure classique des sites e-commerce avec le menu en haut, le logo, le panier, le compte, etc. Ensuite, du coup, il va y avoir le panier. Le panier, ça va être une étape importante dans le parcours d'achat de votre visiteur. Ça va être par là qu'il va passer, en tout cas, ça va être une étape obligatoire pour passer jusqu'à l'achat. Et ça va être une étape qui va vous permettre aussi, vous, de potentiellement aller chercher des choses plus intéressantes, plus de conversion, plus de panier moyen, des choses comme ça. Comment on va faire ça? Donc, on va d'abord mettre toutes les informations d'un panier classique qu'on doit avoir, donc le récapitulatif de ce qu'il y a dans notre panier, et les éléments pour accéder à l'étape d'après, donc au paiement. Et on va essayer aussi, dans ces éléments-là, d'apporter un maximum d'informations. Moins il y a de surprises à l'arrivée au panier, à l'arrivée au paiement, pardon, plus vous allez avoir de la conversion. Donc pour ça, on va mettre en avant les éléments normaux d'un panier et essayer d'ajouter de l'information comme le prix par exemple ou les frais de livraison estimés. Ensuite, on va essayer d'apporter des choses pour améliorer son panier moyen. Et ça, vous avez deux exemples ici, toujours avec Dijo. Vous avez les paliers d'achat. Les paliers d'achat, ça va être, selon un certain montant, vous allez offrir certaines choses à vos visiteurs. Par exemple, à 50 €, vous allez offrir la livraison. À 70 €, vous allez offrir un produit, des choses comme ça. Et ça, il faut l'afficher si vous en avez. Comme ça, vous pouvez inciter le visiteur. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai 40 € dans mon panier, il me reste 10 € pour avoir la livraison gratuite, ben, potentiellement que je vais ajouter un petit truc. Comme ça, moi, ça va me faire une petite réduction sur la livraison. Vous, ça va augmenter votre panier moyen. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Et ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante sur ce site-là, c'est les produits qui sont poussés en plus. C'est-à-dire qu'on va arriver dans le panier. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'ai 40 € dans mon panier, 50 € pour avoir la livraison gratuite, ben, je vais avoir les produits qui sont directement conseillés et recommandés avec le produit que j'ai dans mon panier. Et donc, je vais pouvoir le cliquer et l'ajouter directement dans mon panier beaucoup plus rapidement que d'aller faire une autre session de recherche. Donc voilà, le but c'est d'apporter de l'information et d'inciter à l'achat. Ensuite, il y a tout le parcours de paiement, tout le reste du parcours du paiement, pardon. Après qu'on soit passé du panier à l'achat, il y a encore deux choses qui sont importantes. C'est la page de checkout, donc la page d'achat, et la page de remerciement. La page d'achat, le but, ça va être globalement de finaliser l'achat. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez pas mal de gens qui font de l'abandon de panier, donc ils arrivent à cette étape et qui ne vont pas du tout finaliser l'achat, soit parce qu'ils n'ont plus envie, soit parce qu'ils n'ont pas eu les réponses qu'ils voulaient, soit ils ont eu des informations qu'ils ne voulaient pas, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps et qu'ils ont fait autre chose entre-temps. Donc le but là, c'est d'apporter de l'information qui pourrait manquer aux visiteurs et d'inciter à finaliser l'achat. Comment on va faire ça? On va essayer de réduire les frictions au maximum, c'est-à-dire réduire les champs, par exemple si vous avez tant de champs à remplir, réduire leur nombre, potentiellement les faire en sorte que ça puisse être complété automatiquement avec les données de Google par exemple, essayer de réduire au maximum les frictions. Plus l'achat est naturel, plus ça va
faciliter l'achat pour le visiteur et donc vous allez avoir plus de conversion. Et après, on va essayer de rassurer le visiteur au maximum. Par exemple, il y a des marques où c'est important d'avoir beaucoup d'infos sur la livraison. Si c'est le cas, vous allez pouvoir le mettre dans cette page-là. Comment ça se passe la livraison, comment je récupère mon produit, s'il ne me plaît pas, comment je le retourne, les modalités de retour, etc. Et potentiellement aussi rassurer avec encore de l'ajout d'avis clients. Là, c'est possible à faire aussi. Ajouter quelques avis clients encore pour rajouter une couche sur le fait qu'ils ont raison de vous faire confiance. Ensuite, quand on a passé cette étape-là, on va arriver sur la page de remerciement. La page de remerciement, là, aujourd'hui, le but, normalement, c'est juste de créer un lien avec la marque et globalement remercier le visiteur de vous avoir fait confiance. Mais il y a une petite chose aussi qui est utilisée par pas mal de personnes, c'est que vous pouvez vendre aussi sur la page de remerciement. C'est un peu contre-intuitif, mais en gros, le visiteur qui a payé, il va arriver sur une page où là, il va avoir des offres promotionnelles après avoir payé. Il faut savoir que quand on fait un acte d'achat, psychologiquement, on est plus enclin à faire d'autres actes d'achat parce qu'on a notre système de récompense qui est activé. Et donc, faire un autre achat, ça va nous booster encore ce système-là et ça va nous rendre plus heureux. Et donc, ajouter là de la vente, ça peut permettre d'augmenter significativement votre panier moyen. Comment on va faire ça? On peut utiliser, par exemple, si vous êtes sur Shopify, des moyens de reconvertir. Ça va être Reconvert. Reconvert, ça va être simplement pousser des produits à ce moment-là avec des réductions. Et ça, on va atteindre des taux qui sont intéressants. On va pouvoir aller chercher une vente sur 10, par exemple, une personne sur 10 ventes qui va aller racheter quelque chose. Donc voilà. Et ensuite, on va passer au marketing. On a fait toute l'optimisation des éléments clés. On va passer au marketing du site. Le marketing, ça va vous permettre d'aller chercher certaines choses que vous ne pouvez pas aller chercher avec l'optimisation globalement. On va commencer avec la newsletter. La newsletter, c'est quand même beaucoup utilisé sur la majorité des sites, 90%. Il y a un système de newsletter et il y a un système de newsletter avec réduction. Globalement, le but, c'est de récupérer des emails et avec ces emails-là, de créer une campagne de mail pour pouvoir aller chercher les visiteurs qui n'ont pas converti. Pour ça, on peut inciter à l'inscription avec du coup des réductions et on peut aussi créer un peu plus d'affect avec des inscriptions à une newsletter qui racontent un peu plus une histoire ou une newsletter qui est un peu plus émotionnelle que juste de la vente pure. Ensuite, quand on a fait la newsletter, on peut faire d'autres systèmes pour aller récupérer des clients. Ça va être le parrainage. Le parrainage, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Sur certains sites, c'est hyper pertinent. Par exemple, sur NutriPure, aujourd'hui, c'est un des gros systèmes qu'ils utilisent. Et le but là, ça va être faire de l'acquisition client sans mettre d'argent, entre guillemets, dans de l'acquisition de trafic. Et potentiellement aussi de reconvertir des anciens clients. Comment on va faire ça? Le but, c'est d'inciter à l'utilisation, potentiellement via des promos ou via des systèmes de parrainage. Par exemple, je parraine un ami, j'ai 10%, il a 10%. Et aussi, il faut le mettre en avant. Parce qu'il y a des sites qui ont ce système-là, mais qui ne le marketent, entre guillemets, pas du tout. Et donc, il faut communiquer dessus, il faut le mettre en avant sur le site, il faut pousser aussi les capacités techniques du site pour que ça soit fait très fluidement, l'utilisation de ce code-là. Et après, ça peut permettre d'avoir des clients qui sont, entre guillemets, gratuits. Et ensuite, il y a le mailing. Du coup, quand on a toutes ces infos-là, tous les mails, par exemple, récupérés sur la newsletter, on va pouvoir faire une séquence de mails et aller chercher notamment d'autres clients. Sur la newsletter, le but, par exemple, il y a les mails de bienvenue, il y a les codes promo, etc. qui sont liés à l'inscription. Ensuite, vous allez avoir tous les mails liés à la newsletter. Le but là, ça va être de créer une histoire ou un affect avec votre marque et après d'inciter à aller sur le site et potentiellement aller convertir des visiteurs via ce canal-là. Et ce qui marche bien, notamment avec l'inscription sur la newsletter, c'est de faire un rappel du fait qu'on s'est inscrit et qu'on a un code promo à utiliser. Ça marche bien pour convertir ceux qui se sont inscrits et qui sont partis, par exemple. Ensuite, vous allez avoir des suites de mails pour l'abandon de panier aussi qui sont hyper puissants. L'abandon de panier, comme je vous ai dit, c'est un truc qui est hyper marqué sur le e-commerce. Et comment on peut faire pour pallier un petit peu à ça? C'est que si votre visiteur il est arrivé jusqu'à l'étape d'achat, qu'il a rentré ses informations mais qu'il est parti,
vous pouvez récupérer ces informations-là pour le contacter. Ça, on va faire des relances avec. La relance qui marche le mieux, c'est la relance en moins d'1 heure. C'est-à-dire qu'il y a certains de nos visiteurs qui ne vont pas acheter simplement parce qu'ils ont autre chose à faire, simplement parce qu'ils sont partis, quelqu'un les a appelés, ils avaient autre chose à faire à ce moment T, mais ils étaient quand même intéressés. Et s'ils oublient, c'est là que vous perdez la vente. Alors que si vous faites une relance dans l'heure, ils ont toujours ça en tête et ils vont pouvoir acheter. Ensuite, il y a plusieurs relances à faire. On peut faire une relance à 24 heures et une relance à 72 heures. Et là, on pourra ajouter des choses qui sont plus intéressantes. Par exemple, un peu plus de réassurance, un cas client qui va avec le client que vous avez en face de vous, et potentiellement des promos pour la dernière relance pour vraiment inciter et aller chercher les derniers qui restent et aller chercher les derniers qui ne sont pas encore conquis pour aller chercher les titiller avec une promo et vous dites que c'est que pour eux, etc. Ensuite, vous allez avoir toute la suite de mails liés au e-commerce et à l'achat d'un produit. Donc là, vous pouvez avoir la suite classique avec la confirmation de commande, plus les mails sur l'expédition, etc. On va pouvoir aller chercher une suite de mails qui est un peu plus intéressante, notamment par exemple sur la demande d'avis. La demande d'avis, c'est hyper important, ça permet d'avoir beaucoup d'avis sur votre site. Plus il y a d'avis, plus on va avoir confiance en produit. Et donc on peut faire ça de manière automatique. Par exemple, après une semaine à réception du produit, on peut envoyer un mail, qu'avez-vous pensé de votre produit, qu'avez-vous pensé de la commande, pouvez-vous laisser un message, etc. Et on peut faire aussi quelque chose d'autre, c'est un suivi post-achat, qui s'apparente un petit peu à la newsletter. Et là, le but, ça va être de garder un lien avec votre client, surtout si vous avez des produits qui se rachètent, gardez un lien pour inciter à racheter, à racheter, à racheter. Voilà pour le mailing. Et donc là, on a vu tout le parcours client d'un visiteur sur un site. Donc d'abord, on a vu l'acquisition de trafic, c'est la première étape, avec les régies publicitaires, Meta, Google, Pinterest, TikTok, etc. Ou encore l'acquisition de trafic organique avec le SEO, la réputation ou les plateformes. Et on a vu la deuxième étape, quand ces visiteurs-là, ils sont arrivés sur votre site, comment vous allez faire pour optimiser ça et transformer ces visiteurs en clients. Ça, on a vu que c'était hyper important pour augmenter votre rentabilité, baisser votre coût d'acquisition de trafic et augmenter globalement votre chiffre d'affaires et amener à la vente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Vous avez mes contacts juste en dessous. Juste en dessous, vous avez accès à un Notion. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'utilise comme outil pour accompagner mes clients dans l'optimisation de leur conversion. Et vous allez pouvoir aussi avoir accès à un fichier où dedans, j'ai mis tous les documents que j'utilise pour faire cette analyse que je fais avant d'optimiser la conversion. Dans ces fichiers-là, vous allez avoir l'audit, l'analyse de la segmentation et comment faire un benchmark. Avec ça, vous allez avoir une architecture que vous pouvez suivre et pouvoir appliquer cette analyse-là à votre site par la suite avec le Notion. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à juste cliquer sur le lien juste en dessous. C'est gratuit, c'est ouvert, donc profitez-en.